Bonjour à tous d'abord et je vous remercie à tous d'assister à ce webinaire de l'USTV du 6 mai 2022. Donc, je vais être la modératrice de ce webinaire. Donc, je me présente, je suis Laurence Galloisy, j'appartiens à l'Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie de Sorbonne Université à Paris. Donc aujourd'hui, nos deux oratrices sont Claudine Loisel et Myrtille Huneau, et elles vont nous parler de leurs travaux sur l'étude des vitraux de la Sainte-Chapelle de Paris. Donc les interventions sont d'environ 25 minutes pour chacune de nos invités en suivant, et vous pourrez poser des questions à la fin des présentations. Et on prendra également des questions sur le chat que je retransmettrai donc à nos deux intervenantes. Donc, la première intervenante, ça va être Claudine Loisel, qui est chimiste et ingénieure de recherche au laboratoire de recherche des monuments historiques et qui a travaillé sur la Sainte-Chapelle, bien sûr, et qui dirige actuellement le groupe de recherche sur les vitraux de la cathédrale Notre-Dame de Paris après l'incendie de 2019. Donc, comment est-ce qu'on gère cet incendie et son impact sur les vitraux? Donc, Claudine, eh bien, je te laisse la parole. Merci Laurence. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler pas de Notre-Dame, mais de la Sainte-Chapelle de Paris et vous aborder en fait ce projet de conservation-restauration, parce que tout part de là, et la recherche qui a été menée sur ces vitraux et particulièrement sur ceux de la Rose. Donc on va voir ensemble ce beau projet que nous avons mené ensemble. Alors, voilà. Donc, pour commencer, en fait, un petit point pour vous montrer dans quel contexte on est quand on mène un projet de recherche sur des vitraux qui sont dans l'édifice, dans le monument, qui sont déposés pour étude. Et évidemment, on va être très vite dans un temps donné, dans le temps d'un projet de restauration. Et donc, ça implique différents partenaires et les différents acteurs sont présents en fait sur cette slide. Vous avez évidemment le propriétaire qui est la maîtrise d'ouvrage, qui peut être soit le Centre des monuments nationaux, comme à la Sainte-Chapelle, mais ça peut être aussi la conservation régionale des monuments historiques, qui fait partie des directions régionales des monuments historiques. Mais ça peut aussi être les communes pour les églises que nous avons dans de nombreuses communes. La maîtrise d'ouvrage, donc le propriétaire qui mène les travaux, qui finance, va s'entourer d'un architecte. Alors pour un monument tel que la Sainte-Chapelle de Paris ou les monuments État, ce sont des architectes en chef des monuments historiques, ACMH, qui vont donc être maîtres d'œuvre, c'est-à-dire que c'est eux qui vont gérer la logistique de tous les travaux et voir les priorités. Donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'un architecte en chef des monuments historiques, il est nommé en fait en certains moments, mais jusqu'à sa retraite, il va s'occuper du monument. Donc ça peut être une chance vraiment pour le monument, parce qu'il a un médecin traitant toute sa vie qui va le connaître, qui va voir ses difficultés, ses faiblesses et savoir l'entretenir au mieux pour le transmettre aux générations futures. Donc voilà un peu les autorités qui manœuvrent. Et puis évidemment, à côté, vous avez des historiens d'art spécialisés dans le domaine du vitrail qui se trouvent au Centre André Chastel, à l'INHA, Institut national d'histoire de l'art à Paris. Vous avez donc les scientifiques de la conservation qu'on représente au LRMH. Et toutes ces personnes, en fait, vont être autour de l'atelier de restauration de restaurateurs qualifiés ou d'un maître verrier qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine pour travailler sur le patrimoine classé et inscrit, qui va donc réaliser le travail et donc qui va être au maximum bien entouré pour bien œuvrer dans les temps et les coûts donnés pour l'opération, puisqu'évidemment, on est sur une opération bien ciblée. Donc ça, c'était important de vous donner cet affichage-là pour que vous puissiez comprendre en fait comment la recherche doit venir se glisser sans perturber ce temps d'intervention de restauration et puis en étant le plus efficace possible. C'est ce qu'on essaie de mener. Donc, quelques photos pour vous montrer un peu que ce sont des projets vraiment avec pluridisciplinaires, conservateurs, architectes, restaurateurs, maîtres verriers, historiens, scientifiques, différents domaines de sciences. Vous avez sur la gauche, en fait, je ne sais pas si vous voyez ma souris là, mais l'atelier de Claire Babet, où il y avait eu la restauration, en fait, donc c'était en 2013-2014, la restauration de deux baies côté Parlement,
des baies du XIIIe siècle. Et puis à droite, vous voyez l'équipe avec l'architecte en chef, Christophe Bottineau, et les administratrices de la Sainte-Chapelle, là, c'était une réunion au sujet de la rose qui avait lieu en 2014, tout début 2015. Avec les historiens, j'en profite, Michel Hérold et Karine Boulanger, que vous voyez sur la droite. Et puis tout au fond, à droite, vous voyez, il y a Myrtille Huneau, qui va donc vous parler après, et qui on était dans la zone pour les analyses. Donc, toutes ces personnes, en fait, sont là au chevet du monument, enfin, de l'ensemble des vitraux à restaurer. Le rôle des historiens d'art va vraiment être technique et une des missions premières, c'est d'établir la critique d'authenticité. Et puis nous, au LRMH, on est là en tant qu'experts pour le diagnostic, évaluer les pathologies et proposer des méthodes d'optimisation de traitement, les bons choix de traitement pour préserver au mieux les peintures, les verres, les plombs et tous les matériaux. Et la serrurerie aussi, qu'il ne faut pas oublier. Mais alors, si on en vient au rôle des historiens d'art, du vitrail, quand je vous parlais de critique d'authenticité, c'est évaluer, en fait, faire une cartographie des pièces d'origine, des pièces de restauration. Et ici, vous en avez deux exemples qui sont leurs résultats, où vous voyez alors tous les verres où il n'y a pas de coloration, ce sont des verres d'origine, donc c'est assez impressionnant sur ces deux panneaux, hein, parce que vous voyez sur des vitraux du XVe siècle, on a quand même une quantité de verres d'origine assez remarquable. En orange, vous voyez, on a les restaurations du 19e, 20e. Ce sont des codes couleurs qui sont donnés au niveau national, hein, il y a des règles qui sont suivies, puis aussi internationales. En violet, vous avez des pièces de réemploi. On peut retrouver en fait des pièces qui proviennent de d'autres ensembles qui ont été utilisées. Et en bleu, en fait, c'est un peu particulier. Vous voyez tout autour du panneau qui est à gauche, on a ajouté en fait des pièces parce que c'est en raison de la verrière de protection qui a été positionnée, si bien que le vitrail ancien n'est plus à sa place d'origine, mais avancé un petit peu dans l'édifice. Et donc, pour combler le pourtour latéral, eh bien, on a trouvé cette astuce de mettre des verres noirs de façon à s'affranchir de la luminosité trop forte qui vient évidemment gâcher la lecture des vitraux. Donc, voilà en fait des résultats importants qui vont être une base aussi de travail pour mener les recherches et analyses scientifiques que nous avons menées. Donc, maintenant, on va se concentrer sur cette fabrication des verres et essayer de mieux les comprendre pour mieux connaître cet ensemble. Parce qu'une restauration, et c'est évidemment l'entretien, c'est vraiment permettre le renfort et la stabilité de l'œuvre, éliminer tous les dépôts pour avoir une meilleure conservation dans le temps, mais c'est aussi profiter de ce moment pour approfondir la connaissance de ces verres, de ces peintures et de tout l'ensemble. Donc, les questions qu'on peut avoir et qu'on a eues en fait, avec ce projet que nous avons monté avec le Centre André Chastel et puis l'IMPMC avec Myrtille qui a été dans ce postdoc d'1 an, c'était quelles étaient les matières premières utilisées. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Est-ce qu'on peut avoir des infos? Quelles sont les techniques de fabrication aussi de ces verres? Quelle est la localisation de fabrication? Alors, voilà les grosses questions qu'on peut avoir. Et puis après, pour y répondre, eh bien, évidemment, la composition chimique va être un élément intéressant, c'est une sorte d'ADN de nos verres quand même. Les observations des états de surface et de la morphologie va être extrêmement intéressantes aussi. Après, on va pouvoir jouer avec d'autres sites aussi pour comparer des sites entre eux une fois qu'on a suffisamment de données. Alors ça commence à se mettre en place, mais voilà, il faut vraiment avoir des statistiques et des données pour pouvoir faire parler tout ça. Et puis, je les ai mis en dernier, mais les archives ont un rôle essentiel parce que, et là, c'est vraiment les historiens qui vont fouiller dans ces archives pour récupérer un maximum d'informations et venir permettre l'avancée de ce travail. La composition chimique, alors c'est un rapide et très bref petit pense-bête sur comment on fabrique le verre. On part de vitrifiant, évidemment on est à des températures trop importantes, donc c'est du dioxyde de silicium, du sac qui peut être plus ou moins pur, ça c'est intéressant après quand on cherche les traces. On rajoute des stabilisants, là on abaisse déjà un petit peu la température, alors on peut oxyde de calcium, magnésium entre autres. Et puis là, on va surtout s'intéresser au fondants qu'on a vraiment à l'époque médiévale. Ce sont des sels qui proviennent de cendres, puisqu'il y a des commerces de cendres à l'époque, et qui vont permettre d'abaisser la température pour pouvoir utiliser les fours qui, malheureusement, à cette époque, ou heureusement, je ne sais pas, avaient des températures plus basses. Donc, dans ces fondants, en fait, on a deux catégories, les oxydes riches en sodium, les oxydes de sodium et les oxydes de potassium.
Donc, oxyde de sodium, ça provient, où est-ce qu'on les trouve? Eh bien, ce sont dans les sels marins, dans les centres de végétaux marins, hein, tels que la salicorne, par exemple. Et donc, ça va nous former des vers sodiques. Pour les oxydes de potassium, on les trouve dans les cendres de végétaux terrestres, les fougères, le hêtre ou d'autres végétaux. Et on va obtenir en fait des vers potassiques. Donc ça, c'est important parce que, bon, vous le savez déjà, mais les vers sodiques ont une bonne stabilité. Hein, c'est l'équivalent du bleu de Chartres où on a des vers, on a l'impression qu'ils sont sortis du four hier. Et puis des vers potassiques qui peuvent être plus sensibles aux conditions environnementales et avoir une altération plus prononcée. Pour la couleur, eh bien, on va rajouter quelques oxydes, enfin, des oxydes métalliques, parfois en très faible quantité, hein, et pour obtenir une coloration souhaitée. Donc après ce bref petit, je vais dans mon sens, dans cette brève recette de fabrication des verres, un point important aussi, c'est quelles sont les techniques de soufflage des pièces des verres qui sont utilisées pour fabriquer les vitraux. Alors là, on a deux techniques intéressantes et qui ont été en fait un peu contemporaines. Donc la technique de soufflage en cive, qu'on trouve plus du côté de la Normandie, cive, alors on peut l'appeler soufflage en cive ou en plateau, hein. Et donc, alors comment ça fonctionne? On va avoir vous avez en fait une illustration de Catherine Brisac là, qui montre en fait le creuset dans le four. Où on vient, donc le souffleur vient cueillir avec sa canne l'apparaison de verre qui va commencer à travailler. Là, on va être plus sur des forces centrifuges de façon à former progressivement en fait ce qu'on appelle une cive, c'est-à-dire un plateau au rond que vous voyez, c'est le dernier dessin que vous voyez, avec donc qui peut être plus ou moins grand. On pouvait avoir des cives qui pouvaient aller jusqu'à 80 cm de diamètre quand même, hein. Donc ça, c'est assez fort. Et alors, ces verres, ça peut être intéressant. Quelles sont leurs spécificités, quels sont leurs petits défauts qui vont nous permettre en fait de les identifier après dans les œuvres. Donc, quand on est, et donc j'en profite pour vous montrer ça ici, quand on regarde une cive, en fait, au centre, vous avez ce qu'on appelle la boudine, et parfois, vous avez des pièces de verre qui sont coupées vraiment au niveau de cette boudine. Donc là, ça c'est intéressant quand vous voyez en fait des pièces qui ont cette particularité. Là, vous pouvez être sûr que ça a été fabriqué avec des cives, à partir de cives. Une autre zone intéressante, c'est sur le pourtour. Vous pouvez avoir des bourrelets un peu. Alors, il faut savoir quand même que ces cives peuvent être plus ou moins homogènes. On est à 3-4 mm d'épaisseur et en bord, on est un petit peu plus épais. Et quand vous avez une pièce qui a été découpée au niveau du E, là, par exemple, eh bien, vous pouvez avoir la courbure et la formation aussi d'être quasiment sûr que ça a été fabriqué en cive. Un autre détail intéressant, c'est que parfois, en fait, vous pouvez avoir comme des cercles concentriques dans votre cive et donc dans vos pièces de verre qui, du coup, peuvent permettre, à partir de systèmes de calcul d'ABAC, vous permettre de remonter à la taille d'origine en fait, de la cive. Donc, voilà en fait les particularités de ces cives qui vont être intéressantes et qui vont nous aider à voir ensuite dans les vitraux si ça a été fabriqué en cive ou en manchon. Alors, si je continue, en fait, là, juste une petite illustration qui m'a été fournie par Pierre-Alain Parot pour vous montrer, en fait, le soufflage. Aujourd'hui, on ne fabrique plus, en fait, de façon industrielle les cives. C'est toujours possible, mais c'est plus sur commande pour un projet particulier dans une création contemporaine ou si nécessaire. Et donc, vous voyez, en fait, des étapes de ce travail de la cive. Le soufflage en manchon, qui lui apparaît plus en fait en Lorraine, hein, mais comme je vous disais, c'est quand même toujours contemporain de la Normandie aussi, on peut trouver les deux. Alors le soufflage en manchon, là on part sur la même première étape, on vient cueillir l'apparaison avec la canne, enfin, c'est le souffleur hein, qui vient faire ce travail, on commence à travailler, à souffler, à former cette sphère qui progressivement en fait on va lui donner une forme de cylindre, on va l'allonger. Et là, vous avez schématiquement en partie basse donc les différentes étapes. On vient ensuite, une fois qu'on a la forme souhaitée au niveau et la taille voulue, on vient couper les extrémités. On va venir fendre le cylindre dans le sens de la longueur pour ensuite procéder à une recuisson et on vient étendre en fait cette feuille de verre.
Alors, en photo, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est des étapes que vous pouvez vivre vous-même quand vous allez aux Journées du patrimoine ou aux portes ouvertes de Saint-Just, la Vairie Saint-Just sur Loire. Et donc, ça, c'était des photos que moi, j'avais récupérées quand j'y étais allée. Donc, vous avez en première étape la paraison qui commence à être travaillée, le soufflage en étape 2. Vous voyez en fait les tranchées qui permettent vraiment d'allonger ce cylindre et d'obtenir en fait la forme voulue. En 4, vous avez la découpe au fer chaud, en fait, dans le sens longitudinal. Donc, on part d'un fel et puis on vient faire filer, en fait, ce fel tout du long du manchon, de façon ensuite à l'étendre dans ce four d'étendage à l'aide d'une spatule en bois et obtenir, après recuisson, nos feuilles de verre qui vont permettre la découpe des pièces de verre qui constituent, en fait, les panneaux et des vitraux. Je vous ai mis aussi quelques petits sites. Alors, il y en a certainement d'autres depuis, mais voilà, vous pouvez aller voir, il y a plein de choses sur YouTube et sur d'autres sites où vous trouverez en fait le visuel et ce sera beaucoup plus parlant que ce que je viens de vous dire, mais n'hésitez pas à aller voir. Donc, une fois qu'on a nos verres dans nos vitraux, eh bien, évidemment, nous, on s'est penché sur la technique d'analyse de ces verres. Et alors, la spécificité, c'est c'est comment les analyser tout en préservant l'œuvre. Alors pour ça, on est à la recherche de techniques non invasives, non destructives. Vous comprenez bien que sur des œuvres majeures comme ça, c'est complexe. Il est difficile de faire des prélèvements, ce n'est pas conseillé. Donc nous, dans notre projet, là, on a utilisé 3 techniques. Aglaé, dont je vais vous parler, qui est l'accélérateur Grand Louvre d'analyse élémentaire, la spectrométrie de fluorescence X, qui est venue compléter et apporter un fort soutien aussi, et puis la technique de spectroscopie optique, dont Myrtille va vous parler par la suite. Et donc, grâce à ces 3 techniques, on avait une bonne complémentarité et un bon survol, en fait, de l'ensemble des verres étudié. Donc, l'accélérateur Grand Louvre d'analyse élémentaire, Aglaé, voilà son petit nom, se situe dans les sous-sols du centre du C2RMF, Centre de recherche et de restauration des musées de France, au Louvre. L'équipe est dirigée par Claire Pacheco et les collègues sont Quentin Lemasson, Laurent Pichon, Brice Moignard. Un petit coucou à eux, peut-être qu'ils sont dans le coin. Donc, évidemment, quand on mène ces appels d'offres, on va travailler, donc il y a un appel d'offres, on se retrouve vite avec un nombre de panneaux limité puisqu'on va avoir un nombre de jours de travail évidemment limité et qui est décidé ça passe dans une commission internationale et donc il faut bien sélectionner les panneaux et là la transdisciplinarité aussi est extrêmement importante pour bien mener ce travail. Donc, l'intérêt d'Aglaé, c'est qu'on va pouvoir avoir une grande précision. Et en plus, là, on avait fait ça à la Sainte-Chapelle avec Aglaé avant sa renaissance, on va dire. Mais en 2017, il y a eu New Aglaé, donc beaucoup plus performant encore. Mais on a une grande précision sur les éléments majeurs, les mineurs et les traces. Les 3 techniques principales utilisées sont l'émission X induite par particules chargées, PIX, qui va plus être intéressante pour obtenir les éléments lourds. L'émission gamma induite par particules chargées, PIGE, qui va permettre d'obtenir une information sur les éléments légers, en particulier le sodium. Et la spectrométrie de rétrodiffusion Rutherford, RBS, va être intéressante pour avoir une information sur le niveau d'altération, en fait, la distribution des éléments, et donc permettre de renforcer en fait, cette information. Puisque comme on va analyser en surface, alors évidemment, pour chaque élément chimique, on va aller plus ou moins en profondeur. Je ne peux pas vous donner précisément en fait, la profondeur exacte pour chaque verre, parce que ça va dépendre de chaque verre et de chaque élément chimique. Mais voilà l'intérêt de ces 3 techniques. La fluorescence X, là, on est plus dans des analyses qualitatives, donc moins d'informations, et puis surtout au niveau du sodium, on est très limité là, mais on va quand même avoir un complément intéressant avec une technique transportable en atelier, relativement facile d'utilisation, et on va pouvoir vraiment analyser un nombre de panneaux assez grand. Donc ça, c'était vraiment intéressant de compléter par ça. Et puis évidemment, la spectro-optique. Donc là, vous voyez les 3 techniques associées, dont Myrtille va vous parler, où là, on est allé aussi, enfin Myrtille a passé beaucoup de temps, hein. Ça c'était novembre, décembre 2014, un petit souvenir, dans l'atelier de Vitrail France pour mener à bien ces analyses, puisque la restauration devait se terminer en janvier 2015. Donc, vous voyez, en fait, les délais étaient courts et la réactivité devait être importante. Et ça a créé de beaux souvenirs, tout ça. Donc, c'était un projet financé par Sorbonne Université dans le cadre des projets IDEX. Et vous voyez toute l'équipe à un moment.
Donc, si on en revient à cette composition des verres, parce que moi je vais surtout me concentrer sur cette partie-là et Myrtille prendra la suite après sur la couleur, on va donc aller voir ensemble quelques informations sur les majeurs, les mineurs et les traces. Donc, en ce qui concerne les majeurs, donc vous avez des publications, je vous ai mis les références en bas où vous aurez beaucoup plus d'infos parce que là, je n'ai pas suffisamment de temps pour vous parler de tout, mais voilà, je vous donne le menu et les infos qui dominent, on va dire, et pour vous parler de tout ça. Donc, on est vraiment dans l'ensemble pour cette rose du 15e siècle de la Sainte-Chapelle de Paris sur des verres calco-potassiques. Et avec une particularité, quand même, on peut avoir des verres qui sont riches en silice. Et c'est entre autres ce qui va expliquer le bon état de conservation de ces verres qui, dans la majorité, en fait, ont une très faible altération. Alors, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'altération, mais on est vraiment sur une très faible altération et on n'est pas sur des altérations comme ce qu'on peut voir à Chartres avec des croûtes uniformes de produits de corrosion tels que le gypse à Saint-Génie. Là, on n'a pas du tout ça. Donc, on a cette particularité. Un point important aussi, c'était la nature de ces cendres, quels sont les alcalins, alcalinotéreux qu'on a dans nos matériaux. Et bien là, on a bien la présence de calcium, on a bien la présence de potassium, très faiblement de sodium, comme vous pouvez le voir sur ce diagramme ternaire. Et puis, en compilant et en croisant ces informations, alors ce qui est particulier aussi, c'est que vous voyez, pour la rose et la nef, on se retrouve quand même dans un périmètre assez proche. Donc ça nous a amené à beaucoup de réflexions aussi. Et puis, si on commence à regarder, en fait, comme l'a fait Jackson, d'où pouvaient provenir ces cendres végétales, eh bien, on est plus, en fait, dans un périmètre d'utilisation de bois de hêtre plus que de fougères. Donc ça, c'est extrêmement intéressant aussi, et, parce qu'à l'époque, il y a des commerces de cendres qui sont très peu connus. Donc là, il y a vraiment aussi des recherches à mener. Pour vraiment y trouver des renseignements forts pour la fabrication en fait, des verres. Donc, les éléments mineurs qui sont présents, alors je n'ai pas tout mis, hein, mais voilà, c'est pour vous donner quelques éléments. Évidemment, le cobalt est un élément important. On s'est rendu compte dans les compositions chimiques qui pouvaient être parfois, souvent associées à du nickel et du molybdène, avec une origine encore inconnue, et très faiblement, mais bon, je vous la note quand même, parce que là, quand il est associé au nickel et l'arsenic, on peut avoir des provenances de mines de Schneeberg en Allemagne. Donc ça, c'est assez intéressant quand on peut avoir ça. Donc, on n'a eu que quelques verres comme ça, mais très peu. Le fer, évidemment, est un élément majeur qui est très présent, et puis on trouve dans les sables. Hein, donc, ça peut être... c'est un élément qui va jouer un rôle essentiel aussi dans la coloration. Le manganèse, j'en parle brièvement, mais évidemment, il est utilisé aussi comme le savon des verriers. Hein, donc, pour tout ce qui est verre incolore, on a une forte présence aussi de manganèse. Il peut être volontairement ajouté et va avoir un impact sur la coloration. Hein. Et lorsqu'il est dans des proportions assez importantes, on peut avoir des verres qu'on appelle de couleur pourpre, ou des verres, ça peut aller jusqu'au violet un peu, mais bon, on est plus sur des nuances pourpres. Donc là, en fait, ces éléments mineurs, vous voyez, vont être intéressants pour faire le lien avec la spectroscopie optique et croiser les données. Les éléments traces, alors là aussi, il y aura des choses à croiser. Donc, ce qu'on peut rencontrer en fait dans ces verres de la rose, on a du zirconium, un peu de titane. Donc, évidemment, on aimerait bien croiser ça et avoir l'information sur les sources de matières premières, entre autres d'où vient ce sable, par exemple, qui a permis de fabriquer ces verres. Et donc, c'est vrai que ces traces, donc là, les croisements sont encore difficiles à faire, si ce n'est que là, on a vu c'est ce que vous avez dans la publication que je vous ai citée avant, des liens forts en fait entre les vitraux du 13e et du 15e, même si on a des granulométries certainement différentes, mais là on continue de mener l'enquête sur les sources de provenance en fait de sable. Alors si on en revient à nos verres. Là, je voulais vous parler en fait de verres particuliers qu'on a appelés des verres spéciaux, les verres à filets colorés, que vous voyez, c'est la robe qui constitue en fait la robe de ce bel ange. On est sur un verre particulier, on est sur un verre incolore à la base
et qui est composé, comme vous le voyez, d'un vert pourpre. Quand je vous parlais de la couleur pourpre, en fait, c'est ce premier, si je vous montre la souris, là, c'est ce premier filet que vous voyez en haut. Vous avez un vert bleu et vous avez un vert rouge. Et puis, vous avez des décors, hein, cette petite fleur qui est fabriquée avec du jaune et du noir. Alors, de quoi c'est composé? Eh bien, ce qu'on va regarder maintenant, plus en détail. Si on regarde en coupe, pour vous donner une idée, on est sur une base de vert incolore. Donc, au départ, l'apparaison principale, en fait, c'est du vert incolore. On est venu ajouter des filets rouges, bleus et pourpres. Une fois qu'on a fait ça, on a obtenu notre verre, notre plaque de verre. Eh bien, il y a une deuxième étape où on va venir peindre et ajouter le jaune d'argent d'un côté et la grisaille de l'autre, parce que les deux du même côté ne sont pas compatibles. Donc, voilà pourquoi on les pose sur une face et sur l'autre. Alors, on s'est beaucoup intéressé à ce verre. Et en fait, la question qu'on avait, c'est est-ce que ces verres, les 4 verres qu'on a, le rouge, incolore, bleu et pourpre, ont la même composition chimique? Et donc, si on a des compositions chimiques très proches, ça voudrait dire qu'ils ont été fabriqués au même endroit. Ou est-ce que, comme le disait un peu la légende, est-ce qu'on pourrait avoir des filets qui proviendraient, en fait, pourquoi pas de Murano, parce que tous ces filets font penser à Venise, à Murano. Donc voilà les questions, comment est né, en fait, comment sont nées ces questions. Les résultats que je vous présente, brièvement ici, mais vous voyez, il y a cette publication en bas où vous en saurez un peu plus. Alors, si on regarde, si on reprend notre zone sur le vitrail, eh bien, on peut voir, en fait, on va prendre les différentes couleurs. Alors, ce vert pourpre, sa composition, eh bien, comme je vous le disais, en fait, on est en présence de manganèse. Le vert bleu, on va plus être en présence de cobalt, de nickel, un petit peu de fer et de cuivre. Le vert incolore, eh bien, non, on va regarder le vert rouge. Le vert rouge, alors dans les vitraux, j'ai souvent eu cette question-là, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des verres à l'or dans les verres rouges? Moi, jusqu'à présent, je n'ai jamais analysé d'or, mais peut-être qu'il y en a. Mes collègues à l'étranger non plus. Je sais que les collègues suisses étaient aussi en recherche. Alors, l'or, on le trouve beaucoup dans la gobeletterie, mais à l'époque médiévale, en fait, dans le domaine du vitrail, moi, j'en ai pas connaissance, mais peut-être on n'a pas encore tout regardé. Ça arrive plus, en fait, au 19e et plus 20e, où là, vous avez des verres qui peuvent être fabriqués à base d'or et utilisés dans les vitraux contemporains. Donc, pour le rouge, ça, vous ne vous trompez pas, normalement. Quand vous voyez du rouge, c'est qu'on a des anneaux particules de cuivre, du CU0 dans cette couche. Donc là, vous voyez, on a donc nos compositions. Là, on est un petit peu plus faible que sur les verres plaqués dont va vous parler Myrtille. On était plus sur du 58% en SiO2, mais on est quand même autour de 52. Et puis, vous voyez le ratio potassium-calcium dont je vous parlais avec ces verres calco-potassiques. Alors, suite à toute cette recherche scientifique, évidemment, est très vite apparue l'idée d'essayer d'en refaire, d'essayer de refaire ce type de verre. Alors, on a relu Bontemps et tous ces grands hommes du 19e siècle qui citaient bien les choses, qui expliquaient, mais n'empêche qu'entre celui qui écrit les choses et celui qui fait, il manque toujours des informations. Donc là, dans ce projet qu'on a mené en fait l'année dernière, on s'est fait ce plaisir, je dirais aussi, pour aboutir en fait. Là, vous avez vraiment un projet complet où on est parti de l'observation, de la restauration, de l'analyse chimique à différents niveaux avec différents spécialistes de la chimie, et puis revenir à la source avec un souffleur juste génial qui est Alain Guillot, qui a un grand savoir-faire, et puis il est quand même meilleur ouvrier de France. Et en plus d'être un plaisir, en fait, on a avancé sur la connaissance et sur la fabrication. Alors là, on a sorti 2 articles sur ces techniques que vous pourrez consulter, vous les avez en bas. Donc, juste pour vous guider un petit peu, vous avez en fait, vous souvenez-vous du soufflage en cive ou en manchon. La première chose, on prend la paraison de verre qu'on vient travailler. Et en fait, cette paraison de verre incolore, vous allez pouvoir en fait la poser soit dans ce moule vertical où on est venu disposer les baguettes de façon bien régulière, où vous avez en fait une planche avec des rayures qui permettent de bien stabiliser aussi et de positionner nos baguettes. Et cette paraison, c'est soit elle est soufflée
imposée en fait dans ce moule. Et ensuite, alors les baguettes sont préalablement un peu chauffées pour éviter les chocs thermiques, bien évidemment. Je ne vous ai pas mis tous les détails, mais et comme ça, on va récupérer ces baguettes sur la paraison et pouvoir la travailler et procéder au soufflage, surtout en manchon, de façon à obtenir nos verres. Et même chose ici, là, on va venir rouler la paraison sur ces baguettes de façon à les disposer de la façon la plus régulière possible. En même temps, s'il y a des petits défauts, vous allez voir, c'est extrêmement intéressant aussi. Donc voilà ça pour les verres à filets colorés. Et dans ces verres spéciaux, on a aussi en fait des verres aspergés, qu'on dit aspergés, un petit côté poétique, comme disait Alain Guillot. Donc on a procédé en fait à 2 types de soufflage, le soufflage en cive et le soufflage en manchon, de façon à voir en fait comment évolue la forme de nos grains. Alors oui, pour cette étape-là, en fait, vous avez des grains qui sont posés sur le marbre. Ici, c'est cette planche métallique qui est appelée le marbre. Et vous voyez, en fait, le souffleur vient rouler sa paraison de façon à récupérer les grains et ensuite procéder soit à un soufflage en cive, soit en manchon. Donc, on a voulu essayer les 2 types de soufflage pour voir quels étaient les rendus, voir les particularités et ainsi pouvoir mieux comprendre, en fait, quand on observe les vitraux, comment ça a été fait. Donc, par exemple, si on en revient à notre ange, eh bien là, vous voyez le résultat de notre soufflage en manchon avec les baguettes. Vous voyez bien, en fait, qu'on va avoir des zones relativement rectilignes et puis des zones en pourtour qui vont être assez courbées. Donc ça va être intéressant. Et puis même des zones, vous voyez, avec des défauts où on a des jonctions, mais aussi des écarts importants. Et donc ça, c'est ce que vous voyez ici aussi, le vert pourpre et le vert bleu, vous voyez bien qu'on a une disjonction entre les deux. Donc là, à partir de cette recherche et cette expérimentation, on remonte maintenant à l'observation de nos verres pour comprendre, et là, il y a de fortes chances qu'on ait cette pièce de verre qui a été faite en soufflage en manchon. Maintenant, si on regarde cette photo de ce personnage sur les vitraux de Verneuil-sur-Avre, vous voyez ici nos gouttes de sang ou de gouttes aspergées. Et là, vous voyez en fait, quand on veut comparer, on a quand même des zones relativement rectilignes, mais on a très vite aussi une courbure. Et ça, en fait, alors là, on est au niveau de cet échantillon, mais quand vous regardez le soufflage en manchon sur des verres aspergés, eh bien, on peut retrouver des zones extrêmement rectilignes et puis des courbures. Alors que sur un soufflage en cive, on va être vraiment en courbure optimale. Donc, voilà en fait comment l'expérimentation vient boucler et compléter ce projet qui a été extrêmement riche scientifiquement et puis humainement, parce que c'est vrai que ça a été une très belle collaboration à tout point de vue, du début jusqu'à la fin. Donc maintenant, je vais laisser parler Myrtille, qui, elle, va vous parler de la couleur et vous dire quels sont les éléments et les chromophores qui jouent un rôle. Et puis, je vous remercie. Et puis, à tout de suite après pour les questions. Bonjour à tous. Bon, Claudine a bien introduit la Sainte-Chapelle de Paris et le gros projet d'études que nous avons mené dessus. Et Claudine a parlé de ma contribution plus d'une fois, un peu la pression. Alors, donc, je vais vous parler de la couleur, et en particulier de l'étude de la couleur des vitraux. La motivation, c'est que si vous regardez la rose de la Sainte-Chapelle, celle-ci date du XVe siècle. Donc, elle est très impressionnante. Et l'enjeu, c'était de comprendre quelles sont les évolutions qu'il y a eu qui donnaient la grande richesse dans la palette colorée utilisée pour réaliser les vitraux. Et donc, je vais parler parmi les techniques d'analyse qu'on a utilisées, celles qui nous ont permis de sonder la couleur, donc la spectroscopie optique. Et grâce à ça, je vais essayer de vous présenter en fait quels sont un peu les effets colorés particuliers qu'on a pu sonder et qui contrastent avec les vitraux plus anciens, notamment ceux de la nef. Alors, pour comparer, voici des extraits des vitraux de la nef, là, au XIIIe siècle. Donc, sur la nef de la Sainte-Chapelle, voici un peu, entre guillemets, l'ambiance colorée.
le type de vitraux. Vous avez des couleurs très basiques, du bleu, du rouge, du jaune, du vert, du pourpre et du blanc. Et voilà, tout est constitué comme ça. Donc voilà, le style est, on reconnaît, typique un peu du XIIIe siècle. Et si on passe sur la rose, donc 2 siècles plus tard, on voit qu'on a un style complètement différent. Beaucoup plus détaillé, beaucoup plus riche. Et la palette colorée est plus subtile. Donc, beaucoup plus de vert dans des nuances assez variées, des violets, des oranges, on va voir plein de petits détails particuliers que je vais vous montrer juste là. Voilà, ce sont des verres qui possèdent des petits trous. Donc, c'est-à-dire, c'est des verres plaqués qui permettent, donc on a 2 feuilles de verre collées l'une sur l'autre lors de la fabrication, et donc en érodant une partie, on peut refaire des petits détails qui seraient impossibles à faire en vitrail pur, c'est-à-dire d'assemblage de verre avec des plombs. Et puis je vous ai remis donc, ce qu'a présenté Claudine avec les verres à filets colorés, hein. Il y en a vraiment beaucoup, enfin un certain nombre dans la rose. Donc, c'est vraiment une particularité, c'est-à-dire c'est lié à l'époque, hein, ce n'est pas que la rose de la Sainte-Chapelle de Paris, mais là, on a vraiment une évolution dans la technique de fabrication des verres qui servent aux vitraux. Alors, pour comprendre les couleurs, leur origine, qu'est-ce qui a changé? On a procédé aux analyses chimiques. Claudine vous a présenté l'analyse de composition chimique avec Aglaé. Jean, entre guillemets, remet une petite couche parce qu'en fait, c'est vraiment essentiel, hein. L'aspect détermination quantitative de la composition est fondamental, hein. C'est vraiment ça nous a permis de vraiment pouvoir comprendre ces vers. Et en complément, donc, il y avait les 2 techniques portables qu'on a pu mettre en œuvre dans l'atelier du restaurateur, et ce qui nous a permis de pouvoir étudier beaucoup plus de vitraux. Donc, voici, on est à peu près sur une trentaine de vitraux étudiés, de panneaux entiers. Parmi ces panneaux, à chaque fois, on va sélectionner certains vers. La sélection des vers est guidée par la critique d'authenticité. Pour essayer le but, c'est d'analyser des vers qui sont... On s'intéressait en priorité, faire un choix, hein, en priorité aux vers anciens. Donc voilà. Et donc, on a les 2 techniques à portée de main, ce qui permettait de passer d'une technique à l'autre sur le même panneau de vitrail. Et donc, pour sonder la couleur, moi, ce que je voudrais vous présenter en particulier, c'est la spectroscopie optique. Donc, c'est la technique qui consiste à analyser, vraiment à analyser la couleur, c'est-à-dire le spectre de la lumière qui passe à travers le vitrail. On est vraiment sur l'analyse de la couleur pure, enfin, vraiment dans son essence. Pour cela, on a utilisé donc, en fait, une sorte de portique qui avait été conçu par le bureau d'études de l'IMPMC, qui avait pour objectif de pouvoir mesurer le spectre optique sur n'importe quelle pièce de verre qui constitue le vitrail sans avoir à le démonter. Donc, comme vous voyez sur la photo, le panneau était installé et on pouvait venir mesurer un peu sur n'importe quel point du vitrail. Alors, en complément, on mesurait aussi l'épaisseur des vitraux. Comme je vais vous après, la couleur dépend aussi de l'épaisseur. Donc, on avait une sonde à ultrasons qui permettait de déterminer l'épaisseur des verres. Donc, pour mesurer le spectre optique, on a besoin d'une lampe. Donc, vous voyez là sur la photo, en cas de la petite lampe qui permettait d'avoir la lumière blanche. Celle-ci passe à travers le vitrail grâce à donc elle est amenée au vitrail par une fibre optique et collectée de l'autre côté avec une lentille, une fibre optique. Et tout ceci est envoyé vers des spectromètres miniatures qui permettaient d'analyser la gamme de l'UV et du visible et la gamme du proche infrarouge. Et donc, vraiment d'avoir une analyse sur un spectre
de longueur d'onde très étendue. Et bon, le tout enregistré grâce à un ordinateur, hein, ça c'est normal. Ce qui est vraiment important, voilà, c'est qu'on a des mesures ponctuelles. Le point d'analyse fait à peu près 1 mm², ce qui nous permettait d'aller vraiment sélectionner sur un verre la zone qui est la moins altérée, où il n'y a pas de peinture. Donc, on était vraiment très précis sur ce qu'on souhaitait analyser, et ce qui est tout à fait complémentaire avec l'analyse de composition chimique aussi, car avec les deux autres techniques, que ce soit Aglaé ou la spectroscopie de fluorescence X, on est sur des analyses vraiment ponctuelles. Alors, je vais vous parler à nouveau de ce fameux verre à filet coloré. Il nous a vraiment beaucoup intéressés. Et là, je vais vous présenter l'étude des couleurs de ces différents filets. Voici les cartographies de composition chimique que Claudine vous a déjà montrées. Donc, la couleur, comme a rappelé Claudine, elle est créée grâce à l'addition d'oxydes métalliques. Au Moyen-Âge, hein, c'était principalement des oxydes métalliques. Et donc, en analysant la composition chimique, on trouvait de façon assez ce qu'on connaît, l'origine la cause de la couleur, avec le cuivre pour le rouge, le cobalt pour le bleu et le manganèse pour le pourpre. Ce qui est assez intéressant à noter, c'est que le vert rouge, vous voyez, la concentration en manganèse est plus faible dans la partie du vert rouge que dans la partie du vert blanc et du vert bleu. Donc ça, c'est quelque chose qui était une information importante pour essayer de comprendre comment est-ce qu'ont été obtenues les couleurs. Alors, donc on a le vert, on a analysé le spectre optique des différentes couleurs grâce à système de fibre optique qui permettait vraiment de venir pointer chaque filet coloré individuellement. Et donc voici sur le graphe le spectre d'absorption de la lumière. Donc, on va de la gauche du proche infrarouge jusqu'à l'UV, dans le proche UV à droite, et je vous ai remis la décomposition de la lumière visible, hein, donc tout ce qui est à l'extrême gauche, on est hors du spectre visible, c'est le proche infrarouge. Et les quatre courbes qui se superposent correspondent à chacun des verres. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit bien en noir, donc en fait, c'est le spectre d'absorption du vert blanc de base sur lequel on a apposé la baguette rouge, la baguette pourpre et la baguette bleue. Donc, vous voyez que dans la côté proche infrarouge, tout se superpose très bien. On a bien le fond d'absorption qui est dû à le vert de base support qui est incolore. Et ensuite, l'absorption due aux éléments de transition qui ont été ajoutés vient créer la couleur. Donc, vous avez par exemple, en rouge, c'est le spectre d'absorption du vert rouge, une montée très importante. Là, en fait, la chute, c'est un artefact dû aux limites de l'instrumentation qu'on employait. Mais en fait, l'absorption continue est très, très importante. Et donc, il ne reste du spectre de la lumière blanche que les longueurs d'onde du rouge. C'est pour ça qu'on voit le vert rouge. Donc, cette absorption très abrupte est typique des nanoparticules de cuivre, comme nous a dit Claudine. On voit de même en bleu, là, c'est l'absorption optique typique du cobalt 2+. Et la couleur bleue est due au fait que le petit creux ici va laisser passer en priorité, de façon principale, les longueurs d'onde de lumière bleue, et donc c'est pour ça qu'on voit le vert bleu, et ainsi de suite. Alors, en détaillant un peu plus, on a pu essayer d'aller un petit peu plus loin. Là, j'ai séparé tous les spectres. Vous avez en haut le spectre d'absorption du vert support, et on l'a soustrait
au spectre d'absorption correspondant aux autres baguettes colorées pour essayer d'obtenir le spectre uniquement de la baguette. Donc, c'est un petit calcul mathématique, enfin, c'est juste une soustraction mathématique, mais c'est-à-dire que c'est comme si on ne mesurait que l'absorption optique de la baguette colorée. Donc, vous avez pour le vert bleu, le vert pourpre, le vert rouge. Et en utilisant la loi de Beer-Lambert, qui donc relie l'absorption optique à la concentration de l'élément qui absorbe, en l'occurrence, par exemple, pour le bleu, le cobalt 2+, l'épaisseur, elle, c'est l'épaisseur traversée par le rayon, la lumière, et epsilon, c'est un coefficient d'absorption en fait, intrinsèque à l'élément absorbant, donc par exemple, c'est des valeurs fixes qui correspondent à l'élément chimique. Donc, par exemple, on connaît la valeur pour le cobalt 2+, on connaît la valeur pour manganèse 3+, donc on a utilisé cette valeur. Et donc, grâce au spectre, on a pu essayer de faire des hypothèses sur un petit peu plus de détails. Donc, par exemple, le bleu est dû au cobalt 2+, on connaît epsilon, on connaît la concentration, les analyses de concentration grâce à Aglaé. On a l'absorbance qu'on vient de mesurer par la spectroscopie optique, et on en déduit l'épaisseur à peu près du filet coloré bleu. Donc d'après ça, on obtenait à peu près environ 400 microns d'épaisseur pour le filet bleu. À partir de cela, on a fait l'hypothèse, donc si on avait toutes les baguettes qui faisaient à peu près 400 microns d'épaisseur, on pouvait aussi essayer d'estimer que pour le vert pourpre, en fait, la concentration en manganèse 3+, puisqu'on a la concentration en manganèse totale, mais en fait, la petite fraction qui va créer l'absorption qui donne la couleur pourpre n'est que due à du manganèse 3+, et bien là, on n'a que 10%. Donc voilà, ça, c'est des informations un peu fines, un peu détaillées, qui nous permettaient d'essayer d'aller un peu plus loin dans la compréhension de la physico-chimie des verres et de ce qu'on appelle le redox, donc les couples oxydoréduction dans les verres. Et essayer de voir un peu comment on pouvait gérer les mètres verriers à l'époque. Voici pour aller un tout petit peu plus loin, donc un graphique qui montre les couples redox en fonction de l'atmosphère du four dans lequel est fondu le verre. C'est issu des travaux de Schreiber. Et donc, on a pu replacer les valeurs qu'on avait estimées d'après la spectroscopie optique. Donc, il y a le vert blanc. Donc, d'après le vert blanc, on est dans une gamme relativement réductrice, hein, donc cohérent avec le fait qu'on est au Moyen-Âge et que les fours sont alimentés au bois. Pour une atmosphère à l'air, on est beaucoup plus oxydant, hein, on est plutôt vers le bas du graphique. Et par contre, 10% de manganèse 3+, en fait, c'est vraiment très oxydé. Ça ne correspond pas du tout à l'ambiance dans les fours. Et donc, ça montre que c'est un verre qui n'est pas à l'équilibre, en fait. Pour avoir un verre pourpre, on est dans des verres qui sont suroxydés par rapport aux conditions de fusion normales dans les verres. Voilà, donc c'était assez des résultats qui permettaient d'obtenir d'estimer en fait les conditions physico-chimiques pour la fabrication des différentes baguettes et les différents éléments du verre. Alors, pour fabriquer ce verre, donc Claudine a présenté l'étude, le travail, on peut appeler ça de l'archéométrie expérimentale, donc la tentative de reproduire le verre. Pour le verre réel qu'on a analysé, la question c'est comment est-ce qu'ils ont fait au Moyen-Âge pour avoir sur un même verre des filets rouges qui sont réduits, des filets pourpres qui sont eux avec du manganèse oxydé. Comment on fait pour avoir tout ça sur le même verre? Donc, les compositions chimiques et les résultats de la spectroscopie optique nous ont permis de faire la supposition que la fabrication de ce verre a été obtenue en fait à partir d'une base. Dans la verrerie, il y a la base de verre creusée qui permettait de fondre le verre de base.
Dans ce verre de base, il y a des impuretés de fer que l'on retrouve en fait dans le verre qui sert à faire le rouge. Pour obtenir du verre blanc, on va rajouter un peu de manganèse. Et là, je vous rappelle, c'est la cartographie de composition d'Aglaé. On voyait qu'il y avait un petit peu moins de manganèse dans le verre rouge. C'est-à-dire qu'avant de rajouter le manganèse pour obtenir le verre incolore, on a utilisé le verre non blanchi, il n'y a pas eu d'ajout. Et donc ce verre, on y ajoute un peu de cuivre pour obtenir les nanoparticules de cuivre et qui donnent la couleur rouge. Par contre, le verre auquel on a ajouté un petit peu de manganèse pour le rendre incolore, lui, on le retrouve dans le verre blanc. Donc c'est le verre blanc, lui, c'est la même composition chimique que le verre bleu, donc on le réutilise pour le verre bleu et on ajoute du cobalt pour faire la couleur bleue. Et on rajoute encore plus de manganèse pour obtenir un verre suroxydé et donc la couleur pourpre. Et donc c'est la combinaison, en fait, on est dans une verrerie, dans un four, il y a différents creusets où on a fondu les différentes couleurs et on va venir faire le verrier va prendre une base incolore et va la combiner avec des baguettes obtenues avec les autres creusets de couleurs. Pour finir, je vais présenter deux petits exemples complémentaires d'autres effets colorés assez, on va dire, originaux que l'on trouve dans la rose. Le premier, ce sont les verres marbrés. En fait, ce sont les verres verts dans lesquels on voit des marbrures rouges. On en retrouve plusieurs, comme vous voyez là sur le schéma de la rose avec les petits rectangles rouges. On en trouve plusieurs dans la rose. Et ce n'était pas très facile de comprendre comment ils étaient faits, parce que quand on analyse la composition chimique de ces verres verts, par exemple à Aglaé, on a trouvé des cas où en fait, on ne voyait pas du tout le cuivre qui sert à faire la couleur verte. Donc, ce n'est pas des nanoparticules de cuivre comme pour le verre rouge, là c'est le cuivre oxydé normal. Et par contre, en fait, quand on analysait la composition chimique, on trouvait que du verre pseudo-incolore. Mais bon, on a fait la spectroscopie optique, donc là on vient analyser le verre en fait, dans toute son épaisseur, la lumière traverse tout le verre. Donc là sur le graphe, vous avez à nouveau les spectres optiques pour les verres verts, et on a l'absorption qui est due au cuivre, donc en fait il y a vraiment du verre coloré en vert, mais on ne le voit pas en composition chimique. Et à cela se rajoute un petit peu de cobalt, on ne va pas épiloguer dessus, c'est du détail. Mais grâce à la spectroscopie optique, on a pu venir analyser le vert normal et la marbrure. Donc c'est la courbe verte comparée à la courbe rouge. Et si on soustrait les deux, on obtient en noir un spectre qui correspond au spectre du vert rouge de la baguette que vous avez vu tout à l'heure. Donc de pouvoir combiner la composition chimique et la spectroscopie optique, ça nous a permis de faire l'hypothèse de comment était fait ce verre. Eh bien, on a en fait un verre vert coloré au cuivre qui est entouré de deux couches, une couche plaquée en fait qui est plaquée avec du verre incolore de chaque côté. En fait, c'est pour ça qu'on ne peut pas voir le cuivre quand on fait l'analyse de composition chimique. Et il se trouve qu'à l'interface entre le verre vert et le verre incolore, il va se produire la nucléation des nanoparticules de cuivre, et donc des traînées rouges vont apparaître comme ça à travers le verre. Voilà, donc ça c'était les verres marbrés verts. Et juste pour finir, dernier verre qui est assez spécifique de l'époque et de ces vitraux, de la rose, sont les verres violets. Donc là, pareil, la composition chimique ne nous permettait pas de voir de façon évidente quel est l'élément qui fait que la couleur soit violette. Mais par contre, on a la chance d'avoir quelques verres un peu ébréchés. Donc on est venu faire la spectroscopie optique sur les écailles, en fait, tout le verre, plus les petites écailles. Donc ça, c'est les spectres optiques que vous avez ici en bas. Et donc on a le verre violet et le verre bleu. Bon, c'est pas évident en fait de comprendre qu'est-ce qui fait que c'est violet. Mais quand on soustrait les deux, on a donc on obtient donc en pointillé noir là, le spectre optique de la couche en plus
qui va faire, qui crée le violet, et ça ressemble très fortement au spectre d'absorption du manganèse 3+, responsable du pourpre, comme on avait fait sur la baguette pourpre du verre à filet coloré. Et donc, voilà, le petit schéma en haut représente notre supposition de composition chimique de ce verre. Donc, c'est surtout que c'est plaqué du pourpre et du bleu, et ça donne cet effet violet, qui est vraiment une couleur qui n'existait pas avant et qu'on a là au XVe siècle dans la rose. Voilà pour un petit tour d'horizon des différentes couleurs des vitraux du XVe siècle de la rose de la Sainte-Chapelle. Et donc, pour conclure tout ça, je voulais ressouligner que c'est vraiment un projet transdisciplinaire. Claudine Loisel a présenté une première partie avec de nombreux aspects, et donc voici l'aspect de la couleur. Dans tous les cas, ce sont des analyses non destructives, et ça, c'était vraiment un point fort. Ce qui nous permet surtout en fait, d'obtenir une grande représentativité, d'être exhaustif dans les choix des verres, parce que sinon, si on fait des échantillons, on va faire 10 prélèvements et ce n'est pas très représentatif pour l'ensemble de la rose. Et donc tout ça, ça nous a permis de mieux cerner de façon quantitative et chimique l'évolution de la palette colorée avec les différentes couleurs que les verriers au XVe siècle arrivaient à obtenir, alors qu'ils ne les avaient pas avant, dans les siècles précédents, qu'on ne voyait pas dans les vitraux de la nef de la Sainte-Chapelle. Voilà, et donc notre équipe qui avait travaillé sur tout ce projet, en collaboration avec nombreux collègues, Calas, Laurence Galvoisi, Michel Hérol, Clarine Boulanger, Christina Dagalita, Dany Sandron, Claudine Loisel, Fanny Bouchot, Claire Pacheco, Quentin Masson, Laurent Pichon, et les ateliers qui nous avaient accueillis, l'atelier Claire Padet et Vitrail France. Voilà, tous les partenaires qui ont fait que nous avons pu analyser ces grandes œuvres du Moyen-Âge. Merci à tous. Merci beaucoup Claudine et Myrtille pour ces belles présentations. Y a-t-il des questions par rapport à ces présentations ? Alors, moi, j'ai une question, Claudine. Je voulais savoir, au niveau des campagnes de restauration, comment elles sont décidées, en fait? Parce que quand on a un monument comme la Sainte-Chapelle, par exemple, on ne va pas faire des campagnes de restauration tous les ans, j'imagine. Et donc, comment est-ce qu'on décide d'une période? Comment est-ce qu'on décide qu'il faut vraiment s'intéresser à l'altération, etc.? Alors, vous m'entendez là? Ouais. Oui. Là, en fait, ça va vraiment dépendre. En fait, c'est la direction, le propriétaire, donc, qui, comme chez nous, dans une maison, en fait, on suit les travaux et les problèmes qu'il y a d'étanchéité, s'il faut s'occuper de la toiture, s'il faut s'occuper des fenêtres. Ça part vraiment sur du bon sens, hein. On s'occupe de la maison pour simplifier les choses. Et à partir de là, évidemment, on voit les budgets qui sont alloués, en fait, à la région. Et là, le conservateur régional des monuments historiques, par rapport à la somme d'argent que lui confie le ministère de la Culture, va séparer en fait cette somme avec les différentes urgences qu'il a sur sa région. Et puis, à partir de là, évidemment, comme je vous disais, pour les monuments État, l'architecte en chef qui suit l'édifice, lui, fait sa liste en fait, de toutes les interventions et de toutes les difficultés qu'il peut rencontrer. Par exemple, là, il faut vraiment que je revoie en fait, la réparation de la toiture. Là, il y a les baies du chevet qui ont un problème d'étanchéité. Et donc, en fait, il va y avoir une programmation, une priorisation en fait, des différents chantiers importants à mettre en place. Et donc, tout ça dépend évidemment des budgets, hein, des impôts, et s'organise. Alors, il faut quand même du temps pour planifier tout ça, mais parfois, ça peut quand même aller très vite. Et puis, là, par exemple, en fait, l'année dernière, il y a eu des financements importants qui ont été apportés pour les plans de relance, où là, les choses se précipitent. Et donc, il faut avoir sa liste des actions qu'on aimerait bien mener pour pouvoir être le plus réactif possible, être dans les temps. Et puis, la difficulté, c'est que les temps de restauration, en fait, sont de plus en plus courts aussi. Donc, pour nous, en tant que scientifiques, il faut venir se glisser dans le moment pour être le plus optimal possible et
et permettre d'approfondir la connaissance de ces œuvres. Donc, en fait, on n'a pas la main, c'est vraiment en fait l'État et les conservations régionales des monuments historiques qui planifient, qui décident. Voilà. Ouais. Et qui voient par rapport aux urgences. Et par exemple, quand on a, alors pour Notre-Dame, il y a eu ce fonds de mécénat, mais on peut avoir, je pense à Nantes, là, où il y a eu l'incendie qui a eu lieu en juillet 2020, et bien là, il faut vite trouver de l'argent pour essayer de remédier. Donc, ça veut dire que d'autres opérations vont peut-être être arrêtées pour répondre en urgence aux besoins de cet édifice. Donc, il y a une grosse part de flexibilité parfois. Ouais. D'accord. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet? Et sinon, moi, j'ai une autre question, Claudine. Oui, vas-y. Au niveau des restaurations qui ont été vues sur la Sainte-Chapelle, tu as parlé des restaurations du 19e et Myrtille nous a parlé de la rose qui était du 15e. Est-ce qu'il y a des restaurations entre ces périodes-là? Alors, pour la rose, je ne me souviens plus, là tu poses dans le détail, je n'ai plus vraiment tout ça en tête, mais en effet, il y a eu l'entretien au cours des siècles. Alors, il se trouve que la difficulté en plus qu'on a eue pour la Sainte-Chapelle de Paris, c'est que la grande majorité des archives a brûlé. Donc, on se retrouve avec un manque d'informations qui évidemment pose problème. Alors bon, on a quand même toute l'équipe, des enquêteurs, des historiens qui sont là, mais ça a vraiment complexifié aussi les choses pour nous, pour les historiens, pour l'architecte en chef. Mais en effet, le listing complet de ces restaurations, alors là, je ne l'ai pas en tête, mais vous pouvez retrouver ça aussi dans les ouvrages du Corpus Vitraearum, qui sont les inventaires qui viennent d'être terminés en fait en France pour tous les monuments et pour tous les vitraux anciens, on va dire avant le 19e. Vous avez des ouvrages qui ont été réalisés par les historiens du Centre André Chastel, qu'on appelle les ouvrages du Corpus Vitraearum, où vous avez le listing de tous les vitraux de France, avec justement les restaurations. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est d'aller voir dans l'ouvrage qui était le premier, en fait, pour Paris, pour la Sainte-Chapelle de Paris, aller voir, et je sais qu'il doit être repris pour être un petit peu complété, parce qu'il date de 1952, pour tout vous dire. Et donc, vous avez en fait le listing des restaurations, des interventions. Donc, ce sont des ouvrages extrêmement précieux qui permettent d'avoir une grande vision déjà de tout ce qui a été fait sur l'ensemble. Et là, ils viennent de finir, bravo à eux d'ailleurs, l'inventaire de tous les vitraux de France, ce qui était un projet qui a commencé, je vous disais, en 1952. Vous voyez, dans le vitrail, on est sur du long terme quand même. Ce n'est pas des projets transdisciplinaires sur 2-3 ans, ça peut être très long. Oui, effectivement, ça ne se passe pas en 5 minutes. Même si parfois il faut agir très vite quand on a des problèmes comme les incendies, par exemple. On l'a vu avec Nantes avec ou Notre-Dame. avec Notre-Dame, bien sûr. Avez-vous des questions? D'autres questions pour Myrtille, peut-être? Je vois qu'il y a une question. Il y a Marjolaine, là. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour ces 2 belles présentations. C'était vraiment super intéressant. Je voulais juste revenir sur la petite parenthèse qu'a ouvert Claudine Loisel sur le verre rouge coloré à l'or. Effectivement, c'est un peu, entre guillemets, une légende urbaine parce que c'est vrai qu'en cours, quand on avait eu l'histoire du vitrail au lycée de Lucas de Néou, c'est vrai que ça avait été un peu flou. On ne savait pas trop. Moi, j'avais entendu que c'était coloré à l'or à l'époque médiévale. Et c'est vrai que du coup, récemment, j'ai regardé, je suis tombée sur une très belle synthèse qui a été publiée en 2014 qui explique du coup la fabrication du verre rouge de l'Antiquité du coup à nos jours. Et c'est vrai que du coup, il y a même marqué que ça a été inventé au 17-18e siècle et plus dans la verrerie. Donc, merci d'avoir du coup reparlé de ça parce que c'est vrai que c'était assez flou pour en tout cas ma classe. Est-ce que vous pouvez redonner le nom de cette publication? Ça va peut-être être utile pour tous. Alors oui, ça a été publié par Janine Gessan et Jeannette Lefranc en 2014 et ça s'appelle Et le verre se fit rubis. Et du coup, ça a été, je crois que ça a été un colloque à Namur ou à l'occasion d'une exposition. Je vous mets l'URL dans le chat, peut-être. Ce sera super, merci. Merci à vous. Bonne journée. Merci.
Merci beaucoup pour cette intervention. Au niveau de Myrtille, moi j'avais une question pour les couleurs, parce qu'il y a des verres qui sont traités dans la masse et des verres donc, qui sont, comme tu nous as montré, superposés, plaqués, fouettés, etc. Et je voulais savoir, au niveau de l'altération, comment on peut gérer facilement cet impact enfin facilement ou pas d'ailleurs, cet impact de l'altération sur les couleurs, parce que les épaisseurs qui sont déduites des spectres d'absorption, est-ce que finalement ça tient compte des éventuelles altérations qu'il y a eu au cours du temps? Alors, la spécialiste de l'altération, c'est Claudine, donc je vais peut-être qu'elle complétera. J'ai envie de dire que la chance qu'on a eue, c'est que les verres n'étaient pas très altérés à la Sainte-Chapelle. Donc, si petite couche d'altération il y avait, elle était vraiment négligeable par rapport à l'épaisseur des verres plaqués. Parce que, c'est-à-dire, je crois qu'en altération, Claudine, on est sur de l'ordre de peut-être 100 microns maximum. Alors, c'est très variable en fait, les épaisseurs, mais pour avoir pu faire en fait, évidemment pour mesurer vraiment précisément ces couches d'altération, il est nécessaire de passer par des coupes transversales. Donc ça a pu, des coupes strati. On a pu le faire ponctuellement sur certaines pièces, et vous pouvez avoir des épaisseurs qui sont de 20 microns, de 50 microns à 120 microns. C'est très très variable. Et même sur un même verre, différentes zones ne vont pas forcément avoir la même épaisseur aussi. Donc, c'est hyper, hyper complexe. Ouais. Là, en effet, pour la Sainte-Chapelle, je dirais que, vu l'état de surface qu'on avait, si on était à 2 microns de... Voilà. Enfin, je n'arrive pas encore à mesurer les épaisseurs avec mes yeux, mais je dirais qu'on était vraiment à une très faible altération de surface. L'altération, elle va... En fait, sur les verres plaqués, le verre coloré, il est relativement épais. Ça peut faire 1 millimètre. En moyenne, on avait 2,5 mm d'épaisseur pour le verre complet. Donc, les deux couches, c'était... la couche colorée, elle variait entre 500 microns et 1 millimètre. Ça dépendait des couleurs. Mais peut-être l'altération, elle va avoir plus d'effet sur les grisailles, peut-être le jaune d'argent. Ça, c'est vraiment, on est sur des couches beaucoup plus fines. Donc, peut-être là que l'altération va venir un peu abîmer le visuel, non? Ouais, en effet, pour les grisailles, en effet, alors rappelons, je ne l'ai pas précisé ça, mais une grisaille, en fait, c'est composé de silicate de plomb et d'oxyde. Alors souvent, on peut avoir des mélanges d'oxyde de fer, oxyde de cuivre, souvent que du fer, enfin, c'est variable. Donc, on peut avoir des altérations parce que vous êtes sur un matériau, finalement, avec 2 phases. Donc, avec une granulométrie qui va entraîner aussi un impact mécanique au sein du matériau, qui peut entraîner des fissurations, une altération, enfin, ça devient vite très complexe. Donc, ce sont des matériaux qui peuvent être vite fragiles et qui sont hyper hétérogènes quand même, et donc compliqués à bien étudier aussi. Donc, quand on fait les analyses, on en profite évidemment pour tout analyser, mais les études sur les grisailles sont plus compliquées. Et par rapport au jaune d'argent, alors ça, souvent quand même, et ça, le jaune d'argent est utilisé dans le domaine du vitrail, mais aussi dans le domaine de la céramique. Et souvent, en fait, cet ajout d'agents métalliques vont plutôt avoir un effet biocide et un effet protecteur. Mais ce n'est pas systématique. Vous pouvez avoir des zones avec du jaune d'argent qui sont en parfaitement bon état, enfin pas du tout altérées, et d'autres un petit peu. Et ça a plutôt une tendance quand même à, on va dire, à un peu plus protéger, on va dire. Mais voilà, il y a des tas d'exceptions. Prudence. On aime bien essayer de cataloguer et de dire c'est comme ça, mais très vite, en fait, il y a toujours un exemple qui arrive et qui nous ramène à devenir très humble, à se dire, bon, ok, j'ai pas tout compris. Oui, c'est ça, ce sont des phénomènes complexes et successifs et qui se superposent. Et justement, il y a une question de Corinne là, qui dit que certains verres au manganèse sont sensibles à la solarisation. Et elle demande, est-ce que la couleur que nous observons aujourd'hui est la même que celle des verres d'il y a quelques siècles, en fait?
Alors, vas-y Myrtille, vas-y, je t'en prie, vas-y. C'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent. On n'a pas. S'il y a eu des tests faits, là, c'est Claudine qui serait capable de répondre, mais dans tous les cas, on estime que, entre guillemets, la dose reçue avec juste les UV en fait, est faible. On n'a pas été en mesure de le démontrer. Sauf peut-être sur des pièces desserties parfois quand ça arrivait, mais on n'a jamais vu en fait la solarisation sur les verres des vitraux. Après, est-ce que toi, Claudine, tu peux compléter, mais moi, ce que j'ai compris. Alors là, cette solarisation, vous l'avez, moi je sais qu'il y avait, bon, pour les Pampis, en fait, je pense à Versailles, hein, et sur les Pampis des lustres, vous pouvez avoir ce phénomène. Après, c'est plus des choses qu'on peut voir sur des verres au 19e et même 20e. Là, je sais que dans les ateliers, en fait, et je pense à l'atelier Parou, il a exposé en fait des échantillons, sa palette de couleurs. Et pour des verres contemporains, en fait, on a vraiment sur certains verres, en fait, des verres qui sont protégés de la lumière, une partie protégée et une partie non protégée, des évolutions en fait de coloration. Donc là, on a des preuves. Après, pour des verres anciens, bon, je pense qu'en fait, et surtout sur les verres pourpres, l'évolution n'est peut-être pas si tranchée que ça, et peut-être moins forte. Mais bon, là, il faudrait aussi tester certains verres. Après, ce qui peut se présenter, là, je pense à ça, quand vous mettez vos pièces de verre dans le réseau de plomb, vous avez une partie sur le bord qui va être cachée de la lumière par la protection, par les ailes du plomb. Dans certains cas, en fait, vous pouvez voir sous les ailes, pour des verres du 19e, un changement de coloration. Et ça, on l'a quand même moins, moi, de tout ce que j'ai pu voir. Je l'ai rarement observé pour des vitraux plus anciens. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas non plus, hein. Mais pour des verres du 19e, on l'a parfois, c'est très net, une évolution, un changement de couleur. Donc ça peut être des zones intéressantes pour répondre à cette question-là. On voit aussi notamment des changements de phase parfois, notamment pour le manganèse. Oui. Oui, oui, avec ce problème d'oxydation du manganèse, cette pathologie brune. On a beaucoup travaillé sur ces questions-là avec nos collègues de Marne-la-Vallée, avec Stéphanie Rossano, pour essayer de comprendre cette pathologie hyper compliquée et pour laquelle on n'a pas de traitement durable. En fait, on est sur une oxydation, on passe de Mn2+ à un Mn3+, qui entraîne ce brunissement, et puis avec des modifications au sein de la matrice. Mais donc, évidemment, comme c'est une oxydation, on se dit, c'est tout simple, on va faire une réduction, sauf que les choses ne sont pas si simples. Et nos prédécesseurs, en fait, je pense à un projet franco-allemand qu'il y avait eu dans les années 90 jusqu'à 96, avaient fait les essais. Hein, donc, il y a des publications sur ce sujet-là. Et ils étaient partis avec des traitements assez intenses, avec de l'hydrate d'hydrazine, donc avec des pH bien acides quand même, où finalement on faisait plus de mal au verre que de résoudre le problème. Et surtout, en fait, nos collègues s'étaient rendus compte qu'après, le problème revenait. Donc, évidemment, la sagesse s'était imposée. Tant qu'on n'a pas des traitements durables et pérennes, on évite ce genre de traitement. Et dans les années 2010-2012, avec la thèse de Jessica Ferrand, on s'est remis sur ce sujet qui pose vraiment problème. Et évidemment, on aimerait bien retrouver la transparence. Mais là, on a fait différents tests. On a fait un suivi de différents traitements qui soient les moins, je veux dire, les plus bio possibles, les moins acides et les plus neutres possibles. Mais en effet, on a encore parfois un retour à un brunissement. Donc, voilà, ça fait vraiment des questions hyper compliquées, partie des questions très compliquées, cette oxydation liée à cet élément chimique, le manganèse. Donc, c'est bien d'être nombreux à travailler dessus. Voilà.
Merci beaucoup pour toutes ces questions et toutes ces réponses. Est-ce qu'il y en a encore dans le chat? Non, je n'en vois pas. Donc, on va s'arrêter là. On va remercier Claudine et Myrtille pour ces très belles présentations, interventions et discussions très intéressantes. Et donc, merci à tous et rendez-vous donc le 20 mai. Cette fois, le prochain webinaire portera sur l'intérêt du machine learning dans l'étude des vers et sera présenté par Thibaut Charpentier et Charles Lelosque. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Merci, Merci au beaucoup revoir. à tous. Au revoir. Au revoir.